J'accueille tout de suite à me rejoindre Najwa El Atfani. Elle a été présidente du club du 21e siècle de 2014 à 2016. Elle est très engagée sur la question de l'égalité des chances et de la promotion de la diversité. Elle est également membre du conseil d'administration d'Article 1 et elle va faire pour nous un plaidoyer et un appel à chacun à agir de là où il est sur cette question de l'égalité des chances. Merci de l'applaudir. Merci, bonjour à tous. Alors si on m'avait dit un jour que je me retrouverais devant un parterre d'experts comptables, je n'aurais juste jamais cru. J'ai croisé un expert comptable dans ma vie, évidemment, mais alors 1000 d'un coup, c'est quand même assez exceptionnel. Je pourrais m'en targuer en quittant la salle après. Alors là, tout de suite, le lien n'est pas évident entre votre monde et le mien. Moi, je viens du monde du BTP, de la construction, de l'immobilier. Et pourtant, je suis assez persuadée que dans des mondes très différents, on a quand même des choses très fortes qui peuvent nous lier. Et ça ne dépend que de nous, en réalité, si on a envie de voir ces liens ou pas. Alors, moi, j'ai compris il y a quelques années, maintenant, il y a même de nombreuses années, qu'on avait une chance immense de vivre dans un pays comme le nôtre. Un pays porteur de très grandes valeurs, que beaucoup nous envient. Évidemment, tout ne fonctionne pas parfaitement, on est bien d'accord. Loin de moi l'idée de faire de l'angélisme, mais pourtant, on porte quand même de très grandes valeurs. Et il y en a une qui m'est très chère, c'est celle de l'égalité, et plus exactement l'égalité des chances. Alors, autant je suis persuadée que l'égalité parfaite n'existe pas et qu'on n'arrivera pas à l'atteindre, autant l'égalité des chances, aujourd'hui elle n'est pas clairement atteinte, mais je suis convaincue qu'on peut faire ensemble des choses pour l'atteindre. Alors on a aussi cette particularité en France d'être dans l'attente. On attend de l'État, on attend des institutions, on attend des organisations, des corporations, des ordres, voilà, de l'entreprise. On attend toujours un peu. Et à quel moment finalement est-ce qu'on devient acteur aussi des choses ? Aujourd'hui, mon objectif, il n'est pas de vous faire un discours moralisateur, mais il est simplement de vous dire que moi j'ai pris conscience qu'on pouvait agir et que je suis persuadée aussi que vous pouvez le faire. Alors si je reviens sur cette question d'égalité des chances, qu'est-ce que c'est cette égalité des chances ? C'est donner la possibilité à tous, dans notre société, de jouer avec les mêmes cartes, d'avoir les mêmes règles du jeu, de partir sur la même ligne de départ. Et la réalité, c'est qu'a priori, c'est pas simple pour tout le monde. Selon le milieu social auquel on appartient, selon l'adresse, selon la couleur de peau, selon l'origine, selon le genre, selon la religion. Tout ça fait qu'on ne part pas sur la même ligne de départ. Et la promesse républicaine, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle s'engage justement à compenser quand ça n'est pas possible, à rétablir, à ajuster. Et c'est ça aujourd'hui qu'on est censé avoir. On est censé tous pouvoir partir sur la même ligne de départ. Alors une fois qu'on s'est dit ça, une fois qu'on admet bien gentiment tout de même que la promesse républicaine n'est pas complètement tenue, comment on fait ensemble pour qu'elle soit tenue ? Comment on fait pour qu'on puisse transmettre à ceux qui n'ont pas ces mêmes règles du jeu, ces mêmes cartes en main, comment on leur transmet les choses pour pouvoir jouer, eux aussi, et aller là où ils souhaitent aller ? Eh bien, c'est au travers d'une association qui s'appelle le Club 21e siècle, comme Laura Jeanne l'a dit, que j'ai pris conscience que, justement, je pouvais agir aussi. Cette association, on l'a créée en 2004, et elle réunit aujourd'hui 300 membres. L'objectif, c'est de travailler sur l'égalité des chances et la promotion de la diversité. On a axé nos actions, parce qu'on se définit aujourd'hui comme un do tank et pas comme un think tank, on l'a axé sur deux grandes sphères, la sphère éducative et la sphère de l'entreprise. Pourquoi la sphère éducative ? Parce que l'école, c'est quand même l'un des lieux principaux de transmission. Alors évidemment, il y a la famille, quand même, et elle est essentielle. Elle transmet les premiers éléments de comportement, elle transmet les premiers sentiments, elle transmet l'amour, la protection, sans être obligée de se coucher au sol quand dans la nuit on se réveille, évidemment. Mais c'est tous ces éléments-là que la famille donne. Et puis la famille, elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut avec son bagage, avec ce qu'on lui a elle-même transmis auparavant. Donc ensuite, il y a l'école. L'école, alors depuis la nuit des temps, on apprend aux enfants tout un tas de connaissances, depuis les Égyptiens, les Grecs. Ensuite, il y a eu toutes les lois en France. Alors on a quand même cette force et cette chance en France d'avoir eu de nombreuses lois qui ont rendu l'école, in fine obligatoire, publique, laïque. Mais ça a pris beaucoup de temps. D'abord, l'école n'était faite que pour les garçons.
C'est un peu comme l'entreprise. Hein. Et puis, on est arrivé jusque dans les années 1850 où les filles aussi ont eu des lois sur l'organisation d'instruction scolaire pour les filles. Merci Jules Ferry. L'école est donc enfin devenue ouverte à tous. L'école publique est devenue gratuite. Et ça, dans une société comme la nôtre, c'est réellement essentiel. Et donc, on se dit, tout le monde va à l'école. Donc tout le monde acquiert les mêmes connaissances. Alors on apprend plus ou moins vite, plus ou moins bien, mais a priori tout le monde acquiert les mêmes connaissances. Pourtant, il y a quand même un énorme phénomène de reproduction sociale en France. On peut se raconter ce qu'on veut, mais la reproduction sociale, elle existe quand même. Et j'en veux pour preuve quelques chiffres. L'Observatoire des inégalités, en mai 2018, donnait les chiffres suivants. On a, sur la population des 18-23 ans, on a 35% d'enfants d'ouvriers. Sur ces 35%, on a simplement 17% qui sont en études supérieures. D'accord ? 11%, pardon, qui sont en études supérieures. Tandis que chez les enfants de cadres supérieurs, eux représentent, chez les 18-23 ans, 30% de la population, mais ils sont autant à être en études supérieures, et voire même plus. Donc on se rend bien compte que c'est juste pas possible. Comment on agit donc ? Donc le Club 21e siècle, lui, a décidé, parce que le premier frein vers ces études, notamment, c'est l'accès à l'information. Ça semble fou, hein, puisqu'on a tous accès à Internet, et qu'on se dit, c'est quand même facile, si je veux être médecin, je sais à peu près comment je fais, si je veux être ingénieur, je sais à peu près comment je fais, si je veux être expert comptable, on sait aussi. Et en réalité, non. Parce que le premier frein, d'abord, c'est que si on ne connaît pas d'expert comptable, on n'a pas forcément idée de se projeter vers ce métier. Si personne dans sa famille n'a été médecin, ingénieur, on n'imagine même pas qu'on puisse nous-mêmes l'être, que ce soit dans sa famille ou dans les amis proches de la famille. Donc il y a une action qui s'appelle les entretiens de l'excellence, qu'on fait partout en France. Alors elle a commencé à Paris, hein, on a un côté très parisianisme quand même dans ce pays. Donc ça commence d'abord à la capitale. Et puis donc on l'a dédié aux quartiers populaires, parce que la réalité c'est que c'est quand même dans les quartiers populaires qu'on a le moins d'études supérieures. Donc on a commencé à aller à la rencontre de ces jeunes. Nous, on a fait le choix de ne pas aller dans les quartiers. On les fait venir dans une grande école de la ville où on est à chaque fois, parce que d'abord, on rompt le phénomène d'assignation sociale. Le fait de ramener des élèves de quartiers dits des politiques de la ville à Sciences Po, de les ramener à Dauphine, c'est leur dire que vous aussi, vous pouvez y être. Et donc, on leur transmet déjà cette envie. On leur transmet ne serait-ce que le fait que c'est possible. Et rien que ça, c'est déjà un immense pas en avant. Donc on les reçoit, on a des ateliers de métiers, on leur explique quelles sont les façons de pouvoir exercer ces métiers. On leur transmet nos écueils, nos réussites. Alors évidemment, on n'arrive pas là par hasard, hein. C'est-à-dire que sur les 300 membres, on a tous une histoire un peu personnelle qui fait qu'on a envie de s'engager. Moi, j'ai grandi en quartier de la politique de la ville, mes parents étaient ouvriers, ma mère illettrée, et pourtant j'ai très vite compris que le moyen de s'en sortir, c'était l'école. Et puis j'ai compris aussi quand même qu'il y en avait qui étaient restés derrière, que certains n'étaient pas sortis du quartier et n'en sortiraient pas. Et j'ai compris que j'avais eu la chance de faire des bonnes rencontres, de faire les bons choix, d'avoir les bons conseils. Alors je suis fondamentalement aimante de l'humain, j'adore les gens. C'est peut-être aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Hein. J'adore échanger et je me rends compte de la richesse que ça peut apporter. Je me rends compte que dans l'échange, on transmet des choses incroyables. On donne et on reçoit. Et le simple fait de donner, ça nous fait grandir, nous aussi. Donc à travers ces entretiens de l'excellence qu'on a d'abord fait à Paris, je vous le dis, et puis aujourd'hui on est dans plus de 25 villes en France métropolitaine et dans les DOM, on a réalisé aussi que tout ne se passait pas dans les quartiers. Que le milieu rural, lui aussi, était complètement dénué pour certains d'informations. Et qu'eux aussi, parce que quand on est loin de là où ça se passe, quand on n'a pas les transports, quand on n'a pas, encore une fois, les personnes autour de soi pour donner les bonnes informations et les bons conseils, il faut bien que quelqu'un le fasse. Mais ce quelqu'un, ça peut être nous, en réalité. Et quand je vous dis nous, c'est-à-dire que c'est moi, nous, les membres du Club 21e siècle, mais ça peut être vous. Alors on est allé plus loin, on s'est dit, OK, la sphère éducative, très bien, on accompagne. Puis ensuite, il y a le monde de l'entreprise. On y entre, on se dit qu'on a le diplôme en poche, que tout est a priori fait, et que ça va rouler, et en fait, pas du tout. D'abord, pas du tout, parce que, heureusement, hein, l'entreprise, elle est diverse, pas toujours. Hein, il y a quand même des milieux où c'est très endogame, et vous allez voir, et vous le voyez, plus on monte dans les organisations, et plus on perd les femmes, d'abord, évidemment. Ensuite, on perd un peu des gens de couleur aussi, on perd les origines sociales. Et
tout ça, c'est aussi à nous de faire en sorte que ça change. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, pour être compétitif, pour être bon, pour être parmi les meilleurs, il faut être divers. Et les meilleurs, ils sont partout. Il faut juste aller chercher la compétence. Et cette compétence, c'est à vous de ne pas vous mettre de frein, à vous de ne pas avoir peur d'aller chercher les bons, à vous d'oser la différence, en réalité. Et puis à vous de donner, de transmettre aussi dans l'entreprise. On a un rôle essentiel, en fait. Parce que, alors, si je reviens un peu sur le sujet homme-femme, l'entreprise, elle a d'abord été conçue par des hommes, pour les hommes. C'est comme ça, c'est un fait. Mais les femmes sont arrivées et elles ne sont pas prêtes de repartir. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut tout de même intégrer. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre ensemble. Le sujet des femmes, il ne se traite pas qu'avec les femmes. Le sujet des femmes, il se traite avec les hommes. Parce que vous aussi, vous avez un intérêt à y gagner. Alors c'est sûr, ça fait plus de concurrence. Et comme les places sont chères, ça complique un peu le sujet. Mais ce n'est pas grave, parce qu'encore une fois, si on joue collectif, si on joue l'intérêt, eh ben c'est ensemble qu'on fait les choses. Et encore une fois, ce sont les meilleurs qu'il faut aller chercher. Et puis, dans l'entreprise, il y a quand même ce qui ne s'est pas transmis, ni dans la famille, forcément, encore moins à l'école, c'est tout ce qui est soft skills. C'est comment je prépare un entretien d'embauche, comment je dois me tenir à un entretien d'embauche, comment je me tiens à une réunion, comment je demande une augmentation, comment je demande un poste. J'ai un ami qui est patron d'une entreprise qui un jour m'a expliqué que la différence fondamentale quand même, effectivement, entre les hommes et les femmes dans l'entreprise, c'est qu'un homme qui veut évoluer va le voir 2 fois, 3 fois, 4 fois, je veux ce poste, je veux ce poste. Bon, au final, il finit par lâcher s'il a des compétences, évidemment. La femme, elle attend. Surtout, il est urgent d'attendre. Qu'on reconnaisse mes compétences, qu'on reconnaisse mes résultats. Et puis finalement, le phénomène naturel fait que, on va donner à celui qui a demandé. Alors il faut demander. Il faut demander, mais je pense qu'ici, il faut savoir donner. Et justement, votre rôle, c'est de ne pas garder votre savoir, de ne pas garder tout ce que l'entreprise vous a appris, tout ce que l'expérience vous a donné. Ce que je voudrais en sortant de là, c'est que vous puissiez vous dire que vous pouvez aussi transmettre, que vous pouvez agir aussi pour une société plus juste, plus grande. Si l'un d'entre vous, si chacun d'entre vous, l'année prochaine se disait « je prends un stagiaire de 3e », mais pas le stagiaire de 3e qui est le fils de mon voisin, ou qui est le fils de ma copine ou de mon copain. Je prends le stagiaire de 3e qui a 0 réseau, qui vit dans un village complètement excentré, qui vit dans un quartier populaire où il n'imagine pas 2 secondes qu'il puisse un jour mettre les pieds dans une entreprise. Si tous on fait ça, on transmet à l'autre nos connaissances, on lui transmet le savoir comportemental, on lui transmet les valeurs de l'entreprise. Dans une société, moi je suis persuadée qu'on n'existe que parce qu'on a un travail. Si on lui explique que le travail, il est aussi pour lui à terme, vous n'imaginez pas à quel point ça change le destin de quelqu'un. Et c'est autant de laisser pour compte qu'on tire vers le haut. C'est assez essentiel. Enfin, moi, encore une fois, je pense que je parle avec le cœur et avec passion. Et oui, c'est un plaidoyer, Laura Jeanne le disait. Mais vraiment, j'en appelle à votre conscience pour que tous ensemble, on vive juste dans un monde un tout petit peu plus juste. C'est pas utopique. Ça fait 15 ans que le Club 21e siècle fait ça. 15 ans qu'on mentor des jeunes femmes, qu'on accompagne des jeunes élèves. Et quand ils reviennent vous voir 5-6 ans plus tard et qu'ils vous disent « j'ai eu un déclic grâce à vous », je vous assure que quand on vous appelle pour vous dire est-ce que vous pouvez transmettre aussi ce que vous avez vécu à 1000 experts comptables, on dit un oui, mais c'est vraiment un grand oui. J'espère qu'en sortant de là, vous serez convaincus de ce que je vous dis. Merci beaucoup.